Eh ben bonjour à tous, nous sommes pont de la Concorde, toujours, deuxième vidéo. Il y a une manifestation pour justement la loi sur la fin de vie. Je sais pas trop comment ils l'appellent leur manif, on va aller voir ça. Regardez, il y a du monde plein sur la place de la Concorde. Manifestation autorisée, je le rappelle, autorisée. Beaucoup de télé, nous allons voir ça. Je suis passé là-bas, mais comme j'ai fini mon autre vidéo, on va quand même faire une vidéo là parce que je vais aller là-bas après. Je dois aller au taxi, il est 20h quelque chose, 20h15. Sauf que les taxis, c'est pas fini. Ils sont encore en réunion. Donc, tant qu'à faire, on va faire quand même une vidéo sur la Plaza de la Concorde. Allez-y madame, allez-y, allez-y. Est-ce qu'ils vont au taxi? Parce qu'à mon avis, là, les taxis c'est l'autre côté là-bas, on ira après. Mais quelqu'un m'a dit que ça sera entre 20h et 21h que ça va finir la réunion. Ils font des réunions le soir maintenant. Il n'y a que des pavés, vous entendez un bruit, c'est la trottinette les amis, c'est comme ça. Donc vous voyez le monde là. On va aller filmer ça. Il y a la place de la Concorde, maintenant ça y est, c'est fini, c'est une agora. Il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus de... Là ça y est, ils sont en train de préparer pour mettre le 14 juillet. Là les trucs à la craie, ça va être pour la tribune officielle à mon avis, bientôt. Bientôt, hein. Un peu plus d'un mois, c'est le 14 juillet. Regardez toutes ces télés. Avec Trotti. Oh dis donc, il y aura une prise de parole et tout. La devise de Harvard est Veritas. Nombre d'entre vous en ont déjà pris conscience. Et d'autres en prendront conscience. Comment elle s'appelle cette manifestation, madame? La vérité nous échappe, sitôt que notre concentration s'affaiblit. Mais dans le même temps, nous gardons l'illusion que notre quête se poursuit. La vérité est rarement douce à entendre. Elle est presque toujours amère. Mon discours d'aujourd'hui contient une part de vérité. Je vous l'apporte en ami, non en adversaire. C'est l'euthanasie, c'est marqué là. Il y a 3 ans aux États-Unis, j'ai été amené à dire des choses que l'on a rejetées, qui me parurent inacceptables. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui acquiescent mes propos d'alors. La fracture qui sépare le monde d'aujourd'hui est perceptible par n'importe quel observateur, même hâtif. N'importe lequel de nos contemporains parvient à identifier 2 pouvoirs qui se partagent le monde, chacun étant d'ores et déjà capable de détruire l'autre. Pourtant, l'explication de cette fracture est trop souvent cantonnée au domaine politique. D'où l'illusion que le danger pourrait être repoussé par le seul miracle des réussites diplomatiques ou de l'équilibre des forces armées. La vérité est que cette fracture est à la fois plus profonde et plus aliénante, que les divisions sont plus nombreuses qu'il peut paraître au premier abord. Ces fractures profondes et variées portent en elles le danger de désastres tout aussi variés pour nous tous. Selon le bon vieux principe qu'un royaume, et dans notre cas la terre, ne peut survivre quand il porte la division en son sein. Si en cet instant j'avais à faire une conférence dans mon pays, dans mon approche d'ensemble des déchirements qui blessent notre monde, je porterai mon attention sur les calamités qui frappent l'Est. Mais mon exil forcé à l'Ouest dure maintenant depuis 4 ans.
Mon public est donc un public de l'Ouest. Et je pense qu'il sera plus intéressant de m'attarder sur certains aspects de l'Ouest aujourd'hui tels que je les perçois. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque pays et bien sûr aux Nations Unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours, et plus encore dans les considérations théoriques qu'ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d'agir, qui fonde la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu'on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès subi de vaillance et d'intransigeance à l'égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient, ou de courants condamnés par tous et manifestement incapables de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l'international de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin. Quand les États occidentaux modernes se sont formés, fut posé comme principe que les gouvernements avaient pour vocation de servir l'homme et que la vie de l'homme était orientée vers la liberté et la recherche du bonheur. Aujourd'hui, enfin, les décennies passées de progrès social et technique ont permis la réalisation de ces aspirations, un État assurant le bien-être général. Chaque citoyen s'est vu accorder la liberté tant désirée, et de biens matériels en quantité et en qualité à l'utilité. Excusez-moi, comment elle s'appelle cette manif? C'est pas une manifestation, c'est une veillée de mobilisation pour... non, parce que je vais mettre un titre, c'est pour ça. Alors, veillée de mobilisation générale pour la fin de vie. Bravo. Donc vous êtes... on est veilleurs. Vous êtes contre l'euthanasie ou pour? On est pour la vie. Pardon, vous êtes? On est pour la vie. Exactement. Voilà, pour la vie, voilà. Merci madame. Voilà. Et la lutte en ce Ils sont sens pour la vie, voilà. ont imprimé sur de nombreux visages à l'Ouest les marques de l'inquiétude et même de la dépression, bien qu'il soit courant de cacher soigneusement de tels sentiments. Cette compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n'ouvre pas le moins du monde la voie à la liberté du développement. Beaucoup de télé, hein. Oh là là. Gros sujet. L'indépendance de l'individu à l'égard de nombreuses formes de pression étatique a été garantie. La majorité des gens ont bénéficié du bien-être à un niveau que leurs pères et leurs grands-pères n'auraient même pas imaginé. Il est devenu possible d'élever les jeunes gens selon ces idéaux, de les préparer et de les appeler à l'épanouissement physique, au bonheur, au loisir, à la possession de biens matériels, l'argent, les loisirs, vers une liberté quasi illimitée dans les choix des plaisirs. Pourquoi devrions-nous renoncer à tout cela? Au nom de quoi devrait-on risquer sa précieuse existence pour défendre le bien commun? Et surtout, et tout spécialement dans le cas douteux, où la sécurité de la nation aurait à être défendue dans un pays lointain. Même la biologie nous enseigne qu'un haut degré de confort n'est pas bon pour l'organisme. Aujourd'hui, le confort de la vie de la société occidentale commence à ôter son masque pernicieux. La société occidentale s'est choisie l'organisation la plus appropriée à ses fins. Une organisation que j'appellerais légaliste.
Les limites des droits de l'homme et de ce qui est bon sont fixées par un système de lois. Ces limites sont très lâches. Les hommes à l'Ouest ont acquis une habileté considérable pour utiliser, interpréter et manipuler la loi. Bien que paradoxalement les lois tendent à devenir bien trop compliquées et à comprendre pour une personne moyenne sans l'aide d'un expert. Tout conflit est résolu par le recours à la lettre de la loi, qui est considérée comme le fin mot de tout. Si quelqu'un se place du point de vue légal, plus rien ne peut lui être opposé. Nul ne lui rappellera que cela pourrait n'en être pas moins légitime. Impensable de parler de contrainte ou de renonciation à ses droits, ni de demander de sacrifice ou de gestes désintéressés. Cela paraîtrait absurde. On n'entend pour ainsi dire jamais parler de retenue volontaire. Chacun lutte pour étendre ses droits jusqu'aux extrêmes limites des cadres légaux. J'ai vécu toute ma vie sous un régime communiste, et je peux vous dire qu'une société sans référent légal objectif est particulièrement terrible. Mais une société basée sur la lettre de la loi, et n'allant pas plus loin, échoue à déployer à son avantage le large champ des possibilités humaines. La lettre de la loi est trop froide et formelle pour avoir une influence bénéfique sur la société. Quand la vie est tout entière tissée de relations légalistes, il s'en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans les plus nobles de l'homme. Et il sera tout simplement impossible de relever les défis de notre siècle menaçant, armés des seules armes d'une structure socialiste légaliste. Aujourd'hui, la société occidentale nous révèle qu'il règne une inégalité entre la liberté d'accomplir de bonnes actions et la liberté d'en accomplir de mauvaises. Un homme d'État qui veut accomplir quelque chose d'éminemment constructif pour son pays doit agir avec beaucoup de précaution, avec timidité pourrait-on dire. Des milliers de critiques hâtives et irresponsables heurtent de plein fouet à chaque instant. Il se trouve constamment exposé au Parlement, au trait du Parlement, de la presse. Il doit justifier pas à pas ses décisions comme étant bien fondées et absolument sans défaut. Et un homme exceptionnel, de grande valeur, qui aurait en tête des projets inhabituels et inattendus, n'a aucune chance de s'imposer. De ce fait, la médiocrité triomphe sous le masque de l'imitation démocratique. Il est aisé en tout lieu de saper le pouvoir administratif. Et il a en fait été considérablement amoindri dans tous les États occidentaux. La défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. Il est temps à l'Ouest de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. D'un autre côté, une liberté destructrice et irresponsable s'est vue accorder un espace sans limite. Il s'avère que la société n'a plus que des défenses infimes à opposer à l'abîme de la décadence humaine. Par exemple, en ce qui concerne le mauvais usage de la liberté en matière de violence morale faite aux enfants. Par des films tout pleins de pornographie, de crimes, d'horreur. On considère que tout cela fait partie de la liberté et peut être contrebalancé, en théorie, par le droit qu'ont ces mêmes enfants de ne pas regarder et refuser ce spectacle. L'organisation légaliste de la vie a prouvé ainsi son incapacité à se défendre contre la corrosion du mal. Et que dire des sombres royaumes de la criminalité la plus manifeste? Les limites légales se repoussaient suffisamment pour encourager non seulement la liberté individuelle, mais aussi le mauvais usage de cette liberté. Le coupable peut rester dans sa condamnation ou obtenir une indulgence imméritée. Tout cela avec la bénédiction de milliers de soutiens dans la société. L'évolution qui a conduit de la liberté au mal s'est faite progressivement. Mais il semble qu'elle ait eu pour point de départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme, maître du monde, ne porte en lui aucun germe de mal. Et tout ce que notre existence offre de vicié est simplement le fruit de systèmes sociaux erronés qu'il importe d'amender. Et pourtant,
Il est bien étrange de voir que le crime n'a pas disparu à l'Ouest, alors même que les conditions de vie sociale semblent avoir été atteintes. Le crime est même bien plus... Le crime est même bien plus présent que dans la société soviétique, misérable et sans loi. Il va y avoir des bougies quand il va faire un peu plus... La presse aussi, bien sûr. C'est une veillée. Donc moi, je repars au taxi et je reviendrai tout à l'heure. Quand ils auront allumé les bougies, ça sera peut-être... De l'exagération. Quelle responsabilité s'exerce sur le journaliste ou sur un journal à l'encontre de son lectorat ou de l'histoire? Ça y est, les cars de police. Ils viennent ici. C'est pas facile. Ça vient ici, hein. Bon, moi de toute façon j'aille voir ce qui se passe au taxi, parce que mon premier métier c'est taxi, et puis après je reviendrai ici. Comme ça il y aura peut-être une vidéo, peut-être, hein. Peut-être une vidéo 2, je repasserai par là. Voilà. Ouais. C'est les forces de l'ordre pour ici en fait. Ils n'ont pas l'air méchants en tout cas. Qui est le gentil, qui est le méchant, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et ben voilà. Manifestation contre l'OTAN nazi. Voilà, allez, on va couper là. Et ben, à tout bientôt.